en manchette, PaliAide reçoit 46 000 $ de la part du gouvernement du Québec et la persévérance scolaire est en vedette au cours des prochaines journées. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce web journal du lundi 10 février. Un montant de 46 000 $ est octroyé pour permettre au centre PaliAide de Chicoutimi à offrir des services à l'extérieur du centre ainsi que transformer l'aménagement pour assumer des déplacements plus sécuritaires. Un reportage de Mélissa Gouze. PaliAide vise depuis plusieurs années à consacrer moins de temps dans le financement et plus de temps dans l'action. Selon le président du Conseil du Trésor, Stéphane Bédard, la demande de services était en augmentation et l'organisation avait de la difficulté à y faire face. Pour nous, c'était l'occasion, à travers une réalité budgétaire, vous le savez, qui n'est pas évidente, de marquer la volonté du gouvernement d'encourager ceux et celles qui, à tous les jours, accompagnent les gens et leur entourage là. Le président de l'organisation, Pierre-André Torrent, souligne l'importance d'offrir les soins à domicile. On garde la personne dans son lieu de vie. Et pour moi, ça, c'est primordial. Il faut absolument garder les personnes qui ont vécu 20, 30, 40 ans ou plus dans leur lieu de vie. Le défi actuel de PaliAide est de se faire connaître dans tous les coins du Québec. C'est pas fini, hein, je veux dire. Là, c'est une continuité. Ce qu'on a eu aujourd'hui, c'est un plus aussi parce qu'on commence à être reconnu. Et pour cela, il a fallu beaucoup travailler. Que les gens, souvent, qu'on rencontre, ils nous disent « Ah, si je l'avais su, mon beau-père, j'ai accompagné ma mère, j'ai accompagné, puis je ne savais pas que vous existiez. » Puis, tu sais, il faut vraiment se faire connaître, t'sais. Selon la directrice générale de PaliAide, Alberte Derry, les nouveaux soins à domicile permettront aux personnes dans le besoin de sortir de leur isolement. La difficulté des proches aidants, c'est de sortir. Ils vont rester chez eux. Alors, nous, ce qu'on veut développer, c'est un petit centre de jour mobile. Ah oui. C'est comme ça qu'on l'a appelé. Donc, on va aller au domicile des gens. Après tous ces objectifs relevés, l'organisation PaliAide se concentre actuellement sur la recherche de nouveaux bénévoles. Ils ont déjà commencé à faire des approches dans les cégeps et universités. Mélissa Gouze, ATM Nouvelles, Chicoutimi. La ministre du Travail, Agnès Maltais, a nommé en fin d'après-midi un conciliateur pour dénouer l'impasse des négociations entre la Corporation régionale des concessionnaires d'automobiles et ses employés de garage. Par voie de communiqué, la ministre a annoncé qu'il est temps de provoquer un rapprochement entre les deux parties. Le procès de l'avocat Charles Quentin qui devait avoir lieu ce matin au palais de justice de Chicoutimi a été reporté au 14 avril par le juge Jean-Paul Aubin. On se rappellera que ce maître Quentin est accusé d'avoir proféré des menaces de mort envers une policière de Saguenay à la suite d'une altercation au bar L'Imprévu de Jonquière le 23 mars dernier. La 7e édition de la journée Persévérance scolaire se déroule jusqu'au 14 février. Dans le cadre de ces journées, plus de 37 000 jeunes de la région seront touchés de près ou de loin par des activités de sensibilisation visant à leur démontrer la pertinence de ne pas lâcher ses études en cours de route. Audrey Girard, pourquoi est-ce si important de parler de persévérance scolaire avec les jeunes? C'est vraiment important, Diana, d'encourager la persévérance scolaire chez les jeunes parce que ça permet également de valoriser l'éducation. Il faut savoir que dans l'opinion publique, l'éducation est la deuxième priorité des Québécois. Il faut savoir aussi que chaque cohorte de décrocheurs coûte 1,9 milliard de dollars à la société québécoise chaque année. Et Audrey, dites-nous, quel est le taux de décrochage scolaire pour la région? On parle de 11,8 % pour l'année 2010-2011, qui représente le plus bas taux dans tout le Québec, comparativement avec 18,6 % dans l'ensemble du réseau public. Il faut savoir aussi que 75 % des jeunes réussissent à obtenir leur diplôme dans les 5 à 7 années suivant, dans le fond, leur début de leurs études. Le conseiller en communication du Conseil régional de prévention en abandon scolaire, Frédéric Tremblay, vous en parle. Depuis une dizaine d'années, on est bon premier avec les taux de décrochage les plus bas et les taux de diplomation après 7 ans les plus hauts pour les élèves du secondaire. Donc, on a une région qui se distingue à ce titre-là et c'est dû en bonne partie, à la mobilisation de tous les acteurs du milieu, ce qu'on essaie de concerter ici. Audrey, dites-nous, quelles sont les raisons pour lesquelles un jeune décroche?
Frédéric Tremblay dit qu'il y a autant de raisons de décrocher qu'il y a de jeunes. Il y a plus d'une centaine de facteurs qui peuvent amener les jeunes à décrocher. On parle par exemple du milieu dans lequel vit le jeune, le cadre économique de la famille, la scolarité de la mère et le temps passé à l'éveil de la lecture et de l'écriture peut faire en sorte que le jeune aille vers le décrochage scolaire. Je suis sûre que plusieurs parents à la maison se le demandent. Comment faire pour faire revenir un jeune sur le banc d'école? Diana, il y a plusieurs organismes qui travaillent en partenariat avec le CREPAS pour favoriser la réinsertion des jeunes dans les écoles. Frédéric Tremblay nous parle par exemple d'un problème qui vient souvent quand vient le temps de réinsérer un jeune à l'école. Il nous en parle. Différentes façons par lesquelles on peut récupérer un jeune sur les bancs d'école. Évidemment, souvent, ça vient de la motivation même du jeune qui se rend compte qu'avec pas de diplôme en poche, c'est difficile de trouver un emploi qui va lui donner un bon salaire et qui va lui permettre de vivre décemment. Donc, la motivation première vient souvent du jeune. Merci Audrey pour votre intervention. Au plaisir. Le conseiller municipal Régent Hudon déposera au cours des prochains mois un projet qui permettra de redonner vie à l'ancien immeuble du magasin Walmart de Jonquière afin d'y aménager un centre de foire. Voici l'interview qu'il a accordée à mon collègue Marc-Antoine Côté. Donc, bonjour, M. Hudon. Bonjour. Donc, tout d'abord, je vais vous demander en quoi consistera le projet de réaménagement de la bâtisse de l'ancien Walmart de Jonquière? On voudrait faire un centre de foire. Un centre de foire, on parle de centre d'exposition comme salon d'automobile, salon de la moto, salon des canets, exemple, là, un peu ça, salon de bateau. Parce que dans l'arrondissement où vit le Saguenay, quand on a des expositions, soit qu'on y a à l'Université du Québec à Chicoutimi, le Delta ou le Montagnet comme place. Fait que, si on regarde l'université, c'est le vendredi soir, samedi, dimanche, c'est fini. Tandis que si on aurait cette place-là comme centre de foire, on pourrait faire ça plus dans la semaine, puis ça serait plus échelonné durant la semaine, ça amènerait plus de vie dans le coin. OK. Et qui sont les propriétaires de l'établissement actuellement? À l'heure actuelle, c'est Smart Centre qui est propriétaire de ça. Puis il y a un promoteur pour vendre la bâtisse. Là. Fait qu'il avait été vendu, mais apparemment que ça ne fonctionne pas. Fait que là, la bâtisse est encore vide. Puis moi, en tout cas, dans mon communiqué quand j'ai fait mes élections, je parlais de cette affaire-là pour faire un centre d'affaires, justement, une idée pour le développer parce que ça fait 8 ans que ça dort. Est-ce que vous avez pris contact avec les propriétaires jusqu'à maintenant? Non, j'ai rien fait de ça à l'heure actuelle parce que quand j'ai fait ma campagne électorale, il y avait des gens des promoteurs qui étaient là et puis qui étaient supposés faire quelque chose. Ils ont fait les études, toutes, puis après ça, au bout du compte, ils ont arrêté parce que ça n'aurait pas été rentable par rapport à d'autres centres d'achat. Ils étaient moins chers qu'eux autres au pied carré. Ça fait qu'ils ont arrêté, abandonné le projet. Oui. Ouais. Et justement, il y a RPM qui voulait acheter la bâtisse il n'y a pas si longtemps. Est-ce que vous savez pourquoi ça a avorté? Ce que je viens de vous dire, c'est par rapport au coût. Il y était trois promoteurs là-dedans. Et puis, ce qu'ils pensaient, c'était de faire un genre de mini-centre d'achat, mais louer des pieds carrés, il était plus cher que, mettons, comme Galerie Jonquière aux côtés. Fait qu'il était prêt à arriver dans les affaires. C'est pour ça que ça a avorté. Ça veut dire que, probablement qu'RPM va garder son terrain, va bâtir une bâtisse neuve dans le parc industriel pareil. Donc, à l'heure actuelle, on parle de peut-être un centre de foire. Si ce projet-là avorte pour une raison ou une autre, est-ce que vous avez d'autres idées de quoi faire avec l'établissement? Pour le moment, non. C'était mon idée durant la campagne électorale. Là. Ça fait que c'est encore mon idée que j'avais reçu des gens, tout ça, puis pour amener de la vie dans l'arrondissement de Jonquière. Et est-ce qu'il y a une possibilité que peut-être le Walmart trouve ses portes un jour? Posez pas la question à moi, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Je ne peux pas vous dire ça. OK. Et si on parlait un peu de votre secteur, comment avance le projet de refonte du parc de la Rivière-aux-Sables? Pas de la Rivière-aux-Sables. Moi, disons que quand je me suis présenté au mois de novembre, j'étais un nouvel élu, bien entendu. J'étais pas dans le projet-là par rapport que c'était pas moi qui étais là. Et puis, c'est des photos. Puis, je me suis fait répondre par des gens qui ont dit que ça va prendre après 2-3 mandats avec que ça se fasse. Ça fait que, à l'heure actuelle, il n'y a pas rien de prévu pour, disons, dans le plan triennal ou quoi que ce soit dans ce coin-là pour le moment. C'est sûr qu'on va la regarder. Là, je viens d'arriver en poste. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses à travailler là-dedans. Et est-ce que vous êtes au courant des chiffres
au niveau des investissements qui sont requis pour cet aménagement? On parlait dans l'entour de 14,4 millions environ, avec ce qui avait été établi dans l'annonce, ça fait que c'est un peu ça. OK. Et au niveau de l'expropriation du secteur, comment ça avance? Ça ne bouge pas non plus. À l'heure actuelle, je me suis informé la semaine passée justement à ce sujet-là, puis il n'y a pas rien de prévu pour le moment. Il y a eu des affaires de fait un peu de travail, là, mais pas plus que ça à l'heure actuelle. Est-ce que vous êtes au courant des rues exactement qui seront expropriées? Il parlait du côté de la rue de Vaillancourt, un côté seulement. Un côté de la rue seulement, pas les deux côtés, en tout cas pour agrandir, c'est ce qui avait été prévu dans le dossier. OK. Ouais. Un an avant les élections municipales de cette année, on parlait de faire une place publique au centre-ville de Jonquière. Est-ce que ça avance, ce projet-là? Encore là, je ne suis pas au courant de ça, parce que ce centre-ville de Jonquière, on peut dire qu'il y a un développement qui est arrivé avec Bill Nordia. Ça fait que ça amène beaucoup de travail dans le coin-là, en tout cas pour les employés. On parle de 450 emplois. Ça fait que c'est une affaire. Je ne sais pas si c'était ça le projet, là, je ne peux pas vous dire là, exactement. Là. Ouais. Et quels sont les endroits qui sont peut-être envisagés pour ce projet-là? Je ne sais pas, monsieur, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Je ne suis pas au courant de ce dossier-là. Et si on parlerait un peu de la sécurité routière dans votre district, on sait que c'est une priorité pour vous. Oui. Est-ce que vous avez des projets par rapport à ça au cours des prochains mois, semaines? Disons que j'ai justement la rue Panay et coin du Cégep, on parle de Panay, les entrées d'autobus que je trouve qui étaient inadéquats pour l'entrée d'autobus. Ça, c'est une affaire que je veux regarder. Après ça, il y avait les lumières que j'ai regardées. J'ai parlé justement un matin avec quelqu'un en signalisation parce qu'il y avait des problèmes à ce niveau-là. Fait que c'est un peu ça le dossier à l'heure actuelle. Et au niveau, peut-être, au-delà de la circulation, est-ce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent ou qui sont à venir pour vous dans votre district? Bien, j'ai encore un autre projet qu'on va dire la rue de Vienne à Dabouché. J'ai commencé à travailler là-dessus à l'heure actuelle. Mais là, je me suis fait dire, quand j'ai rentré aux élections, prends ton temps, t'en as pour 4 ans. Fait qu'en voulant dire, là, parce que moi, je suis en secteur privé, je bouge vite, là, mais aux fonctions publiques, c'est pas pareil pour tout. Fait qu'il faut prendre le temps d'arriver, puis regarder, puis étudier les affaires. C'est un peu ça. Et au niveau de vos projets électoraux, est-ce que ça va bien? Oui, ça va très, très bien à l'heure actuelle. Ça fait que, mais disons que je bouge beaucoup, ça fait que je pose beaucoup de questions, puis ça va bien. Fait que je suis bien content à l'heure actuelle. OK. Oui. Donc, merci beaucoup, M. Hudon. Ça me fait plaisir. Merci. Bonne journée. Bonne journée. La poursuite criminelle et pénale, maître Michael Bourget demande une peine de 6 ans de pénitencier pour Patrick Lessard, qui avait alors sauvagement agressé sa conjointe de l'époque le 31 janvier 2013. L'avocat de la défense, maître Louis Bayard, a suggéré une peine de 2 ans à partir de ce jour afin que son client aille dans un pénitencier fédéral. Le juge Richard Grenier de la Cour supérieure a pris les suggestions. Les avocats ont délibéré jusqu'au 17 mars, la date à laquelle il arrêtera sa décision. Une fuite d'aqueduc a privé d'eau plusieurs résidents et commerçants des rues Perron, Sainte-Famille et du boulevard Royaume à Jonquière ce matin. Les 2 voies du boulevard sont maintenant rouvertes à la circulation. Le barreau du Saguenay-Lac-Saint-Jean se réjouit de l'implantation d'un nouveau centre de justice de proximité au centre-ville de l'arrondissement de Jonquière. La bâtonnière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, maître Isabelle Girardin, croit que le centre répondra à un besoin important en faisant la promotion à l'accès à la justice. Raphaël Guimette, que retient-on de cette annonce au barreau? Mais ce qu'on retient le plus particulier, c'est qu'on en avait bien besoin dans la région. Vous l'avez dit, il servira de promotion à l'accès à la justice en favorisant la participation des citoyens aux moyens de services d'information, d'orientation et de soutien. Ce qu'il y a de particulier avec ces services, c'est qu'ils seront offerts par des gens comme vous et moi. On veut vraiment aller chercher la relation entre les personnes. Parce que vous savez, aujourd'hui, on vit dans une ère où l'information est à portée de main et on trouve plus facile d'expliquer face à face qu'aller la chercher en ligne. On écoute d'ailleurs à ce sujet Maître Isabelle Girardin. Le Centre de justice de proximité va permettre de donner aux citoyens quelque chose d'humain, avec de l'empathie, de l'écoute active, afin que les citoyens puissent être orientés vers les bonnes ressources au niveau judiciaire. Mais Raphaël, dites-nous, qu'est-ce que c'est qu'un centre de proximité? Eh bien, c'est vrai qu'un centre de justice de proximité, c'est une expression assez floue pour certains. Ce qu'on aime surtout, c'est la facette d'échange entre personnes, parce qu'il est, et je pense que vous en conviendrez, plus facile de comprendre lorsqu'une personne nous l'explique face à face ou au téléphone que lorsqu'on va chercher l'information en ligne.
Ces centres, justement, embaucheront entre 3 et 6 personnes, mais ne seront pas là pour donner des conseils, mais plutôt pour nous orienter dans notre démarche. Écoutons d'ailleurs Maître Isabelle Girardin à nouveau. Le corollaire que je peux vous faire, c'est que le centre de justice de proximité va ressembler un peu à un kiosque d'information touristique. C'est un petit peu la même fonctionnalité, en fait. Il va y avoir des dépliants, des séances d'information. Je pense que nos téléspectateurs peuvent se demander cette question-là. Qui financera ce centre? Eh bien, c'est important de spécifier que ce sont des organismes sans but lucratif. Ils seront financés en totalité par le fonds Accès Justice, un fonds qui est administré justement par le gouvernement du Québec. Et quelle est l'implication du gouvernement dans ce centre? Eh bien, le gouvernement va initier un mouvement avec 3 nouveaux centres de justice de proximité à Montréal, Québec et Rimouski. Maintenant, on récidive avec 3 nouveaux, dont un au Saguenay. Et ce qu'on assumera surtout, c'est le coût, en fait, qui est d'1 million de dollars pour ces 3 nouveaux services. Et Raphaël, quels sont les derniers détails qu'il reste à déterminer avant l'ouverture? Eh bien, c'est le plus important d'entre tous, c'est l'emplacement justement de ce centre de justice de proximité qui se retrouvera dans le centre-ville de Jonquière. Ça, le ministre des Transports, ministre des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, Sylvain Gaudreault, me l'a assuré. Il se dit justement confiant de pouvoir couper le ruban rouge au cours des prochaines semaines. On dit que ce centre de justice de proximité devrait voir le jour au printemps 2014. Merci, Raphaël. De rien. Ça fait maintenant 5 ans que l'Almatrois David Fortin est disparu. Âgé de 14 ans à l'époque, le jeune Fortin aurait été victime d'intimidation à l'école. Il a quitté la maison le 10 février 2009 pour ne jamais en revenir. La mère de David, Caroline Lachance, garde espoir et demande d'ailleurs à tout témoin qui aurait hésité à parler de le faire maintenant. Elle rappelle que les seules informations solides demeurent que David a été vu à Métabéchouane et à Lac-Bouchette dans les heures suivant sa disparition. L'exposition « Les visages de l'action communautaire autonome » a pris place aujourd'hui à l'Université de Québec à Chicoutimi. Cette série de portraits photos vise à promouvoir et rendre visible le travail réalisé en milieu communautaire. Notre journaliste Chloé Urtubise s'est rendue sur place. Ce couloir de l'UQAC s'est vu embellir aujourd'hui par une série de photographies. C'est ici que se déroule l'exposition « Les visages de l'action communautaire autonome ». Il s'agit d'une série de portraits photos représentant des gens au cœur de l'action, tant des travailleurs que des bénévoles, des gens qui fréquentent les organismes et des militants voient ainsi leur visage mis de l'avant, comme l'explique l'une des responsables du projet, Josiane Bonneau. C'est des gens qui travaillent dans l'ombre ou qu'on voit peu, qu'on voit pas beaucoup, puis qu'on méconnaît beaucoup le travail qui est fait au sein de l'action communautaire autonome. Fait que nous, on s'est dit, on a envie de voir les gens qui travaillent dans l'action communautaire autonome. L'exposition a d'abord été présentée à Chicoutimi dans le cadre de la Semaine nationale de visibilité de l'action communautaire autonome en octobre dernier. À la demande de l'UQAC, elle est maintenant présentée à la communauté universitaire. De plus, un concours littéraire leur étant destiné s'ajoute à l'exposition. Les gens sont invités à aller voir l'exposition, à écrire un texte de 2 à 3 pages sur l'action communautaire autonome, sur qu'est-ce que ça leur fait vivre, qu'est-ce qu'ils ressentent vis-à-vis de ça. Les gagnants du concours seront publiés dans un livre créé spécialement pour l'occasion, avec les photos de l'exposition et des textes écrits par les organismes et enseignants impliqués. Celui-ci devrait être disponible d'ici l'automne prochain, selon Mme Bonneau. 2 artistes de la région ont participé bénévolement au projet. Le photographe et cinéaste Nicolas Lévesque a réalisé les portraits, alors que l'artiste ébéniste Jérôme Boudreau a fabriqué les cadres à partir de matières recyclées. L'exposition « Les visages de l'action communautaire autonome » se tiendra jusqu'au 28 février au pavillon principal de l'UQAC. Chloé Urtubise, ATN Nouvelles, à Saguenay. La Ligue d'improvisation musicale du Saguenay est à sa 8e année d'existence grâce à sa collaboration avec une organisation similaire à Montréal. La Ligue attire de plus en plus de musiciens. Mon collègue Alexandre Fauché s'est entretenu avec le coordonnateur Sébastien Maltais plus tôt ce matin. Donc, bonjour, M. Maltais. Bonjour. Tout d'abord, expliquez-nous comment se déroule une partie d'improvisation musicale. Bien, en fait, c'est beaucoup semblable à ce qu'on voit dans les matchs d'improvisation théâtrale, l'improvisation comme on l'entend habituellement. Donc, il y a des thèmes qui sont proposés par un arbitre
Et les équipes doivent, à tour de rôle ou ensemble, dépendamment si c'est une mix ou une comparée, doivent s'exécuter sur le thème qui leur est proposé. Et ce qui est particulier avec l'improvisation musicale, par contre, c'est qu'on a toute une équipe d'animation qui est plus issue du milieu théâtral, qui va finalement animer pendant les caucus, avant les improvisations, qui remplit tous les moments morts, finalement, pendant lesquels les musiciens soit embarquent sur la scène, débarquent ou se préparent à aller jouer. Donc, c'est un petit peu ça. C'est la différence principale, c'est que c'est des musiciens sur la scène au lieu d'être des comédiens. OK. Justement, à quel type de musiciens ces rencontres s'adressent-ils? On s'adresse, en fait, on recherche des musiciens qui sont polyvalents. Première des choses. Parce qu'à l'intérieur d'un match, il va y avoir une quinzaine, 16, 17 improvisations qui, chacune, vont faire référence à un style musical qui est différent. Donc, on recherche des musiciens qui sont autant à l'aise dans le classique que dans le jazz, dans le rock, dans la musique électronique, que dans la musique latine, les musiques du monde, etc. Donc, on essaie le plus possible d'avoir à l'intérieur des équipes des musiciens qui sont capables au moins de performer dans quelques styles musicaux. Ce qui fait qu'au bout du compte, les équipes ne sont jamais pris au dépourvu, finalement, face à une improvisation qui est proposée. Et comment on peut comment un musicien peut-il décider de venir jouer avec vous dans la Ligue d'improvisation musicale du Saguenay? Bien, en fait, ça marche un petit peu comme le hockey, je dirais, dans le sens qu'il y a un repêchage qui se fait à chaque début de saison. Donc, on a des capitaines qui souvent sont des joueurs qui performent à la Ligue d'improvisation musicale depuis les tout débuts. Donc, c'est des musiciens fiables, polyvalents. Et eux vont s'asseoir ensemble avec une liste de musiciens régionaux. À titre d'exemple, cette année, on avait 32 musiciens sur la liste. On avait seulement besoin d'en choisir 12. Alors, je vous dirais que pour se ramasser sur cette liste-là, il faut tout simplement jouer de la musique dans différents contextes puis se faire voir finalement dans le milieu musical régional. C'est la seule façon. Il faut qu'on entende parler de ces musiciens-là. Et il y a une autre ligue de ce genre à Montréal. Est-ce que ça vous arrive de collaborer, faire des projets entre les deux ligues? Tout à fait. C'est déjà arrivé dans le passé où il y avait des liens plus serrés entre les différentes ligues. Il y avait également une ligue à Québec à l'époque qui d'ailleurs est redémarrée, je crois, cette semaine ou la semaine dernière. Donc, la Ligue à Québec, qui était en arrêt depuis, je crois, 2009, vient de redémarrer. Du côté de Trois-Rivières, je sais qu'à l'université, il y avait quelque chose aussi qui se passait. J'en entends moins parler maintenant. Mais à Montréal, effectivement, ils sont toujours en action et on est en contact régulièrement, là, soit pour annoncer nos événements respectifs ou même pour partager certains thèmes et organiser éventuellement des rencontres interrégionales, chose qui a déjà eu lieu à Québec, d'ailleurs. Télé-Québec, donc, qui également avait annoncé vouloir mettre de l'avant les événements culturels de la région, notamment la Ligue d'improvisation musicale du Saguenay. Vous, comment vous voyez ça? Bien, en fait, je vois ça d'un très bon œil. Télé-Québec sont déjà venus cette saison faire un topo sur la Ligue d'improvisation musicale de 3 à 4 minutes et probablement vont revenir tourner des images dans le but de faire peut-être un topo plus long, plus exhaustif de ce qui se passe à la Ligue d'improvisation musicale du Saguenay, mais c'est évident que c'est une très belle visibilité pour la Ligue, d'autant plus que Télé-Québec va avoir leur nouvelle plateforme web bientôt. Alors, ils vont avoir plus de liberté à produire du contenu régional, donc c'est sûr qu'on voit ça de très bon œil. Et comment réussissez-vous à vous faire connaître sur la scène régionale dans le cas de votre Ligue? Bien, écoutez, cette année, on est exclusivement axé sur la publicité électronique, les nouveaux médias sociaux, donc tout ce qui touche Facebook, et le site du Centre d'expérimentation musicale, qui est le producteur aussi, qui diffuse beaucoup d'informations sur la Ligue. C'est ça. Écoute, on a un petit peu délaissé cette année le côté affichage et nos budgets de publicité ne nous permettent pas non plus d'aller acheter des publicités dans les différents médias, radio, téléjournaux. Donc, on se fie vraiment sur une banque de public, finalement, qui nous suivent depuis plusieurs années, qui sont inscrits déjà sur nos listes d'envoi et qui sont amis, finalement, de la Ligue sur les réseaux sociaux. Ça fait maintenant 8 ans que la Ligue existe. Quelle évolution avez-vous remarqué de la première saison jusqu'à aujourd'hui? Bien, au niveau de la qualité musicale, ça a beaucoup changé, je crois, dû à l'expérience aussi de la Ligue.
y a plusieurs musiciens qu'on ne connaissait pas à l'époque, finalement, qui étaient d'excellents improvisateurs, mais qui n'avaient pas réussi, finalement, à se tailler une place sur la scène. Maintenant, comme je te dis, on a un beau problème, c'est de dire qu'on a 32 musiciens excellents, performeurs, improvisateurs sur une liste, et on a seulement 12 musiciens à choisir, plus les 4 capitaines. On a 16 musiciens, finalement, qui peuvent jouer par année. Alors, à ce niveau-là, il y a une grosse différence au niveau de la qualité musicale de ce qui se fait. Chose heureuse, par contre, c'est que les musiciens qui sont choisis ont souvent des empêchements. Alors, on peut aller piger dans cette liste-là pour faire participer un plus grand nombre de musiciens. Et en terminant, pouvez-vous nous rappeler le lieu et l'endroit, le lieu et l'heure de votre prochaine représentation? Tout à fait. Le prochain match aura lieu, c'est le 5e match de la saison, ce mercredi 12 février au Café-Théâtre Côté-Cour à 20h30. Merci, M. Maltais. C'était Sébastien Maltais, coordonnateur de la Ligue d'improvisation du Saguenay. Au sport, toute une journée pour les Canadiens. Le Canada a remporté 2 médailles d'or aux Jeux olympiques de Sochi aujourd'hui. Charles Hamelin a enregistré le meilleur temps de la finale du 1500 mètres en patinage de vitesse. Les bosseurs canadiens Alexandre Bilodeau et Michael Kingsbury ont respectivement remporté la médaille d'or et la médaille d'argent en ski acrobatique. Rappelons qu'en 2010, à Vancouver, Bilodeau avait également récolté l'or à cette discipline. Chez les femmes, Marianne Saint-Gelais, Valérie Maltais et Marie-Ève Drolet seront des quarts de finale aux 500 mètres jeudi. Le Canada cumule 7 médailles jusqu'à présent, dont 3 or. Les municipalités de Moncton et Dieppe seront conjointement les villes hôtes de la 7e édition des Jeux de la francophonie 2015. Le conseiller municipal de Jonquière et président de la commission des sports et du plein air, Bernard Noël, se dit déçu mais comprend bien la décision de la Fédération de la jeunesse canadienne française. Que ce soit du côté des compétitions dans le domaine des arts, de la culture ou du communautaire et du sport, c'était sur un même plateau, tandis que nous avions 3 plateaux différents. Et aussi le fait que, bon, dans un principe d'alternance, comme les Jeux cette année se tenaient à Gatineau, donc au Québec, il y avait un préjugé favorable pour Moncton-Dieppe. Sous une note plus négative, les Saguenayens ont conclu hier leur voyage en Abitibi en subissant un cinglant revers de 12-3 face aux Foreurs de Val-d'Or. Samedi, ils s'étaient inclinés face à la même équipe au compte de 4-3. Les Bleus avaient amorcé leur périple avec une défaite de 4-3 face aux Huskies de Rouyn-Noranda vendredi dernier. Les Sags auront l'occasion de se reprendre vendredi alors que Rouyn-Noranda sera de passage au centre Georges Vézina. Et à la météo, Marie-Pierre, est-ce que le temps doux est chose du passé? Oui, Diana, il ne faudrait pas faire comme moi et oublier sa tuque à la maison pour les prochains jours. À Saguenay, on prévoit pour ce soir et la nuit prochaine un ciel partiellement nuageux et une température de moins 23 degrés. Le refroidissement éolien fera chuter la température à moins 32 degrés. Pour demain, ce sera une alternance de soleil et de nuages au Saguenay. Des vents de 30 à 50 km/h s'abattront sur la région. Et la température jouera jusqu'à moins 17 degrés et le refroidissement éolien fera atteindre à moins 33 degrés. Un tableau semblable du côté du lac Saint-Jean. On prévoit 40 de probabilité de neige pour ce soir et des vents jusqu'à 15 km/h. Le thermomètre indiquera un minimum de moins 23 degrés qui pourront chuter jusqu'à moins 33 degrés même. Demain, une alternance de soleil et de nuages comme à Saguenay et des vents de 20 km/h. Le thermomètre indiquera un maximum de moins 18 et la température ressentie sera de moins 33 degrés à cause des refroidissements éoliens. Présentement, il fait moins 14 au Saguenay et moins 16 degrés au lac Saint-Jean. C'est ce qui conclut notre web journal du 10 février. Revenez-nous demain pour une toute nouvelle édition. Bonne soirée!